cette discussion de marché avec Nicolas Chéron, je le rappelle, à nos côtés en plateau également aujourd'hui, stratégiste pour Zone Bourse. Un commentaire sur la situation de marché, l'analyse de marché. On en a discuté déjà avec Patrick Guérin. Nicolas, qu'est-ce qui vous fait réagir? Qu'est-ce qui vous intéresse là dans cette journée de marché? Chaque journée se suffit à elle-même en ce moment. Donc, prenons les informations les unes après les autres. On pouvait se douter début 2022 que ce serait pas une année facile, mais là, ça devient pénible et on sent qu'il y a une déprime qui s'installe, que ce soit chez vous et moi, oui. Au quotidien. Non, mais le sentiment joue un rôle important. Il y a le sentiment des gérants, il y a le sentiment des commentaires, des commentateurs, il y a le sentiment du public, des acteurs, et c'est vrai qu'en ce moment, on sent vraiment une déprime. On voit un peu tout en noir. Voilà. On sent qu'on est un peu sur le fil du rasoir, un marché qui est lourd et qui en plus est très peu liquide, donc qui peut aller très vite dans un sens et dans un autre. Alors c'est vrai que si vous osiez évoquer les petites portes de sortie, voilà, c'est un marché, on en avait d'ailleurs parlé ensemble il y a 1 mois et demi, 2 mois, où typiquement on peut avoir des contre-pieds relativement violents et des bear market rallies, les fameux rallyes haussiers qui s'intègrent à l'intérieur d'une dynamique baissière de moyen terme. Donc, on l'a déjà vu, c'était, redonnez-moi, au mois de mars, là, on avait repris... Alors, au mois de mars, donc on fait un creux, c'est fin février, tout début mars sur le 440, on regagne 19%. D'accord. En ligne droite. D'accord. Ce choc-là, c'était un choc qui a cassé la dynamique haussière de moyen long terme et qui nous a rendus, on va dire, plus neutres. Et après ce choc-là, on a eu une deuxième lame de fond, qui est la lame de fond inflation trop élevée, les banques centrales vont devoir agir plus que prévu. Et on est en train de rajouter un peu de poids sur le moral et sur les indices, parce que à ce climat où on passe d'un marché haussier à au mieux un marché neutre, on va dire, en Europe, et un marché correctif aux États-Unis, on est en train de rajouter les risques récessifs, peut-être un ralentissement plus rapide que prévu, et donc de se retrouver dans un marché où on a des banques centrales coincées, obligées de monter des taux d'intérêt, d'accélérer le risque récessif, et de venir un peu abîmer micro et macro à cause de ça. Et donc, techniquement, là, quand... alors, je sais que l'idée de bear market est un consensus de marché qui n'a pas d'autre valeur. À moins 19, on n'est pas mieux qu'à moins 21 sur un indice. Mais quand même, est-ce que ça change quelque chose? Vous le disiez, ces rebonds de bear market... D'ailleurs, comment il faut le jouer quand on est investisseur? C'est un risque à la hausse qu'il faut prendre en compte. Ça veut dire que c'est compliqué également d'être très short, y compris dans un marché baissier, même quand le marché est baissier. En fait, c'est extrêmement complexe. Ça limite le champ des actions de marché possibles. C'est extrêmement complexe parce que les investisseurs qui étaient trop investis, qui voient le marché rebondir, se disent « Ah bah c'est bon ». Et puis en 4 jours, on retrace tout et de nouveau, c'est la panique qui s'installe et on se dit « Ah bah j'aurais peut-être dû alléger » et puis on est un peu coincé par le marché. Donc c'est très dur pour notamment ceux qui sont rentrés sur les marchés ces 2-3 dernières années. Parce qu'avant, c'était le marché baisse de 10-15, hop, ça repart. Et là, il y a des valeurs qui baissent, qui rebondissent, il y en a d'autres qui baissent, qui rebondissent pas. Donc en plus, il faut être extrêmement sélectif. C'est un marché de traders. Franchement, c'est un marché de traders, de professionnels, de gens qui sont devant leurs écrans et qui vont essayer, en fait, avec le trading et peut-être parfois des positions baissières, de venir, combler une partie des pertes faites sur les positions de moyen terme. Mais l'investisseur particulier qui ne peut pas être devant les marchés au quotidien, etc., gère, on va dire, son assiette globale et son risque pour pouvoir dormir tranquillement le soir, mais, comme vous le disiez très justement, a tout intérêt à lever le pied et à moins intervenir dans ce type de marché. Le concept du bear market, pas bear market, etc., c'est spécial parce que même si le Nasdaq a perdu 30%, il n'est même pas revenu sur ses records d'avant Covid. Entre le point bas du Covid et le point haut, je ne connais plus la performance, je crois que c'est 80% de hausse en 18 mois. Quasiment doublé. Donc, on peut perdre encore 10-15% que sur les graphiques de long terme. C'est juste une respiration légitime après un mouvement haussier spectaculaire, oui, exceptionnel. Exceptionnel.
On a tout trop gonflé. On a trop gonflé les cryptos, on a trop gonflé les actions, on a trop gonflé l'économie, on a lancé la locomotive un peu trop vite. Et puis là, d'un coup, on voit toutes les poches des marchés, toute la spéculation. Une phase de décompression, de décompensation après le boom post-Covid. Complètement. Donc, on est dans un retour à la normale. Alors, c'est vrai que quand on passe d'une euphorie à la normale, ça engendre ce sentiment de déprime. Quand je regarde le CAC 40, ça va. Je veux dire, on est à 6000 points. Ouais. On a perdu 15% par rapport au plus haut. 15% alors qu'on nous dépeint un cadre où on devrait être à 5000 ou 4500 points. Ouais. Alors, est-ce que ce risque est plus important aujourd'hui ? Ça veut dire qu'on peut perdre 15%. Est-ce que c'est ça le nouveau risque ? Voilà, ça veut dire qu'on peut perdre 15% très, très vite. On en avait parlé aussi la dernière fois parce que de toute façon, on est dans un marché qui se cherche depuis des mois, donc c'est toujours la même chose. On peut avoir une capitulation parce qu'on a des marchés qui sont sur des niveaux horizontaux majeurs. On a les banques centrales au tournant, on a les échéances trimestrielles. Donc, s'il y a une semaine où on doit tout casser, c'est celle-ci. Ou le début de la semaine prochaine. Et si on casse tout, ça peut aller très vite parce qu'il y a ce manque de liquidité dans les marchés. Et on peut très vite perdre 10-15%, mais ce qui ne serait pas une mauvaise chose parce qu'enfin, on assisterait peut-être à de la capitulation. Souvent, quand on a le début de la baisse, on est dans le déni. Les gens ne veulent pas couper leur position. Je vous avais expliqué il y a un mois que même si des indicateurs de sentiment comme le Fear and Greed Index de CNN étaient très bas et qu'on pouvait se dire ça va rebondir, etc., comme d'habitude, en fait, non. Il faut regarder le positionnement des investisseurs. Et ils n'ont rien coupé. Non. Et donc, ce qu'il faut pour qu'un marché rebondisse, c'est que les particuliers sortent. À force de déprimer, à force d'avoir peur, à force d'entendre que ça va être une récession. C'est la réalité implacable, terrible des marchés. Ils vont sortir. Et c'est à ce moment-là qu'on a de la forte chute, des volumes historiques, une capitulation et qu'on peut peut-être trouver un point. C'est pour ça que la situation, sans capitulation, la situation ne change pas. Bah oui. Une capitulation, ça peut permettre peut-être de changer la dynamique, de changer la situation et les perspectives pour les marchés. On pourra se dire que c'est fait. On pourra atteindre les objectifs de tous les analystes de Wall Street qui désormais sont d'accord pour 3400 points sur le S&P, donc 10% de baisse supplémentaire par rapport au cours actuel. S&P 3004, c'est le niveau pré-Covid. Voilà. Donc ça, on aurait effacé les 2 ans de Covid, mars 2020, mars 2020. C'est pas... Alors ça fait mal dans certains portefeuilles. C'est là où il faut être diversifié. C'est là où l'investisseur rentré sur les marchés en 2020 sur les sociétés de croissance est à moins 80% déjà. Donc c'est là aussi où on est content d'être en France. Parce que on a l'effet euro certes, mais on a un CAC 40 qui perd 16%, qui se tient bien. En fait, moi, ce que je vous dis depuis des mois, c'est on a au mieux un range, une latéralisation horizontale. Et aujourd'hui, le risque, c'est quand même qu'on traverse un peu à la baisse. Et au pire, mais c'est un pire qui a aussi des bons côtés. Oui, je comprends. On y va et puis c'est fait. En fait, c'est d'être dans cette situation d'attente toutes les semaines. C'est usant. Qui nous use. Et donc, il faut se détacher un peu des écrans et attendre des événements. Alors, juste pour enchaîner là-dessus, Nicolas, de manière assez pratico-pratique, quand on est un investisseur et pas forcément un trader, les traders, ils seront devant leurs écrans, ils prennent leurs responsabilités. Mais quand on est un investisseur, qu'on veut gérer son risque, qu'on ne veut pas non plus totalement déserter les marchés actions parce qu'on se dit que c'est quand même là, sur le long terme, où il y a le plus d'espérance de gain et qu'il y a peut-être d'ailleurs des opportunités spécifiques à saisir aujourd'hui. C'est quoi les 2-3 règles clés, règles d'or, là, pour celui qui pourra profiter un peu de vacances cet été et qui n'a pas envie de passer toute la journée sur son écran de téléphone ? Alors, je dirais que d'abord, il faut poser la question du profil de l'investisseur. Est-ce que c'est un investisseur plutôt dynamique qui faisait un peu de temps en temps du trading, des achats de creux en 2020-2021, auquel cas, lui, doit clairement lever le pied ? Est-ce que c'est un investisseur qui avait un petit peu dérisqué en début d'année, qui est globalement diversifié et qui, lui, en fait, ne doit pas tant bouger que ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Il y a aussi beaucoup d'investisseurs débutants, notamment des jeunes, qui sont rentrés en 2020-21 pour faire une méthode qu'on appelle le Dollar Cost Average, le DCA. C'est des achats mensuels programmés. Et beaucoup d'entre eux me disent, les marchés chutent, faut-il que j'arrête mon programme d'achat mensuel ? Que je continue d'acheter ou pas ? Voilà.
Alors qu'en fait, la définition même de ce programme de long terme, d'investissement de long terme, c'est de se dire, de toute façon, on passe les crises, de toute façon, le marché est rémunérateur, et sur 120 ans, c'est le plus rémunérateur de tous. Donc, on va même profiter de la crise, du marasme, pour continuer d'empiler les positions, de faire grossir sa poche investissement action sur le long terme. Et en théorie, on doit voir les crises, les baisses, les récessions comme des bonnes occasions d'acheter. On n'arrête pas les programmes d'investissement. D'acheter des bons titres. Après, nous, chez Zone Bourse, on va dire, gelé les portefeuilles, un peu comme ce que vous disiez avant, en attendant d'avoir des signaux de marché. On sent que l'énergie commence un petit peu à patiner. Le secteur de l'énergie, oui. On a vu le pétrole WTI hier toucher les $124, c'est son plus haut annuel en cours de clôture. Si ça passe pas là et qu'on refluait, l'énergie qui est beaucoup montée, et où certains ont pu faire des gains, peut aussi vite corriger. Hein. Donc peut-être, si on a fait de l'énergie, prendre des gains sur l'énergie ou mettre des stops de protection pour couper la position et valider des gains si le marché se retourne. Et puis garder une poche de cash, parce qu'on n'a pas envie d'être sur nos iPhones à la plage. Non, et que, surtout pas. Après les 6 mois qu'on vient de vivre, il faut iPhones à la maison. Il faut qu'on se détende. L'investisseur ne doit pas forcer. Voilà. Bon. Semaine décisive, et puis on suivra évidemment l'été quand même sur les marchés. Smart Bourse sera là pour vous accompagner jusqu'à fin juillet. Petite pause début août, et puis on se retrouvera à partir du 21 août, je crois, pour la rentrée de l'émission. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nicolas Chéron, Zone Bourse, et Patrick Guérin, directeur de la gestion de Bordier et compagnie, qui était avec nous en plateau pour cette demi-heure d'émission. On se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle heure complète sur Bismart.